Bienvenue sur Rider Radio, le podcast pour parler de voyage à moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui traversent le monde. Le Trans-Euro-Trail, c'est un ensemble de 50 000 km de pistes à travers l'Europe, essentiellement en tout terrain. J'ai eu la chance d'échanger avec Benoît, le Linesman France, qui nous raconte comment ont été testés et repérés les 7000 km de pistes qu'offre la France. Qu'est-ce qu'un Linesman ? Quel est son rôle ? Comment préparer son itinéraire ? L'envers du décor du TET raconté par Benoît, c'est dans ce nouvel épisode. Mais avant, voici sa définition de l'aventure. C'est déjà de partir, de fermer la porte de sa maison et de partir un petit peu vers l'inconnu. De façon, on va dire, un peu plus générale de ce que peut être l'aventure. Après, c'est aussi l'aventure, c'est d'aller chercher un petit peu, effectivement, pour certains, ses limites physiques, psychologiques, techniques. C'est aussi notre forme de l'aventure. Et puis, l'aventure aussi, c'est aller rencontrer d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres habitudes. Donc l'aventure, c'est surtout, avant tout, de rompre un petit peu avec son quotidien. Et toi, dans cette définition, tu te sens aventurier dans le fait de, comme tu l'as dit, de fermer la porte, de partir loin, d'aller rencontrer les autres. Est-ce que toi, tu te sens aventurier ? Ça serait assez présomptueux de se définir comme un aventurier, en tous les cas pour ma part. Pour l'instant, surtout, c'est que j'essaye déjà de rompre mon quotidien. J'essaie de le faire, je l'ai fait de différentes façons, par des voyages que j'ai toujours organisés moi-même, au Népal, au Chili, à faire des treks, à faire du ski de randonnée aussi, à partir en famille avec notre camion en Islande, et puis le faire aussi à travers des voyages à moto. Voilà, alors que ça soit par la route ou par les chemins. Voilà. Donc mais l'aventure, c'est aussi tous les jours, c'est aller faire un petit peu de VTT là où j'habite, et puis ça peut être aussi une forme d'aventure aussi. Tu parlais de chemin et alors nous on appelle ça, et en tout cas la Trans-European Trail, des trails, donc des chemins trail, et ça c'est quelque chose d'assez particulier, et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur ce podcast. Tu es le Linesman France du TET, du TET, comme on dit d'ailleurs, TET, TET, est-ce que ça se dit des deux façons d'ailleurs ? Ouais, on le définit comme le TET, le Trans-Euro-Trail. D'accord. Alors le Linesman, on pourrait, on va dire, en supprimant un petit peu les anglicismes, nous sommes ce qu'on appelle les juges de ligne en fait, mais bon, c'est en grosso modo, on est un petit peu les coordinateurs un petit peu de ce réseau-là. Mais du coup, par rapport à ce fameux TET, est-ce que tu peux nous en parler plus particulièrement ? Et après, en effet, parler de ton rôle via ce TET. Écoute, déjà Rider Radio, je vous remercie en tous les cas de faire la lumière sur ce projet. Ça, c'est sympa quand même, en tous les cas de m'avoir contacté et de me demander d'expliquer ce que c'est que le Trans-Euro-Trail. C'est un projet qui est né à peu près il y a une dizaine d'années. C'est Monsieur John Ross, qui est un Écossais, qui a pas mal voyagé, médecin, aventurier aussi, surtout gros aventurier, et qui s'est dit, en s'inspirant en fait de ce qui se fait déjà aux États-Unis, qui est la Trans-American Trail, qui est aussi, on va dire, le début en fait de ces concepts-là, de mettre en ligne des parcours qui vont traverser les régions les plus isolées par leurs chemins, et en mettant en fait en lien, les uns derrière les autres, des chemins qui sont les moins revêtus, c'est-à-dire où l'asphalte n'a pas lieu d'être. Donc c'est donc en s'inspirant de cette Trans-American Trail qui existe toujours, qui relie sur plus de 7000 km, et donc il a voulu faire l'équivalent en Europe. Et pour ça, il a cherché des volontaires dans chaque pays sur lesquels il avait déjà tracé ou qu'il avait déjà reconnu des parcours. Et il a recruté donc actuellement, maintenant, nous sommes une trentaine de linesmen à travers toute l'Europe, où nous essayons de coordonner ces traces. Et comment t'es tombé sur cet aventurier ? Comment t'en es arrivé là, toi ?
Alors en 2016, je suis arrivé sur les réseaux sociaux parce que bon, les réseaux sociaux, voilà, c'était une curiosité pour moi. Et en m'inscrivant sur les réseaux sociaux, on a les moteurs de recherche nous mettent en relation très rapidement avec nos centres d'intérêt. Et je suis tombé sur la page du Trans Eurotrail, qui était au départ Trans Eurotrail Linesman, qui faisait un descriptif assez rapide du projet. Et apparemment, il n'y avait pas de Linesman pour la France. Donc le projet m'intéressait, j'avais du potentiel par rapport à mon expérience, aussi bien en anglais qu'en maîtrise des outils cartographiques et puis des traces que j'avais déjà reconnues en France et ailleurs. Et j'ai proposé ma candidature, qui a été retenue. Donc maintenant, ça fait plus de 4 ans que j'occupe ce poste de volontaire. D'accord. Et donc du coup, pour parler plus précisément de ce que tu fais pour le TET, donc si on regroupe un peu l'idée de linesman, alors j'ai une idée, j'ai une image aussi de ce que ça pourrait être un linesman, donc un traceur, plus précisément, en tout cas en français aussi. C'est quoi alors je vais pas dire ton quotidien, tu travailles peut-être pas quotidiennement pour le TET, mais c'est quoi les actions que tu fais pour créer ces traces et aujourd'hui permettre aux gens de pouvoir rouler sur les chemins. Alors, l'un des principes le plus important, c'est que nous mettions en ligne des tracés parcours qui soient légaux d'un point de vue de la réglementation. La réglementation en termes de circulation motorisée en France est régie par une loi qui est la loi Lalonde en particulier, le code forestier aussi, le code général des collectivités territoriales, bref. Un ensemble, donc un panel de règlements qui nous oblige à les respecter et donc à essayer de coordonner l'ensemble donc de ces parcours non revêtus soumis à une réglementation puisque on ne peut pas rouler n'importe où, n'importe comment en France. Donc mon quotidien au début a été d'abord d'améliorer le tracé qui avait déjà été proposé par Monsieur John Ross par rapport à cette réglementation-là. Et puis ensuite, nous avons essayé de le faire évoluer en apportant d'autres sections. Maintenant, nous en sommes à plus de 15 sections, même 16, je crois. Nous sommes partis de 1800 km de parcours en France, et maintenant nous sommes à plus de 7200 km, dont la Corse qui est incluse. Donc ça a été une première étape, enfin un petit peu de stabiliser un petit peu ce parcours, ces traces, de les agrémenter, de les faire évoluer. Et puis aussi, je ne dirais pas mon quotidien, mais petit à petit, par rapport au retour qui est très important pour nous aussi, des gens qui vont faire le TET, on appelle ça, hein, puisqu'on dit qu'on va aller sur le TET, on va faire le TET, qui vont nous faire nous remonter nos informations sur l'aspect légal, c'est-à-dire de nouveaux signaux, de nouvelles signalétiques, pardon, puisque cette signalétique, elle peut être à la fois posée par les communes, donc nous sommes obligés de le tenir en compte et d'ajuster notre parcours. Voilà, j'espère que j'ai été clair. T'as été très clair et c'est important ce que tu dis parce que moi, il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas le TET. Et donc pour moi, c'était une vraie torture de prendre ma moto et de me dire tiens, je vais aller prendre un chemin et je vais aller me balader, etc. Pourquoi c'est une torture? Parce qu'en effet, on a quand même l'impression qu'il est difficile de faire de la moto en off-road, donc en tout terrain, parce que on a quand même cette impression que tout est interdit. Donc pour nous et pour moi en tout cas personnellement, ça a été difficile de mettre mes premières roues en France en tout terrain. Et puis après, je découvre le TET, je vois qu'en plus vous êtes partout en Europe et notamment en France. Et moi qui suis auvergnat, je vois qu'il y a des traces qui partent de chez moi. Donc j'ai été vraiment ravi de connaître cette. Alors comment on peut dire cette association? C'est une association en fait, le TET. Absolument, ouais, on appelle ça, donc c'est une communauté d'intérêt quand même commercial, c'est-à-dire que, mais la structure est associative, c'est-à-dire que comme une association en France, une loi de 1901, les comptes doivent être à zéro, c'est-à-dire que cette structure qui est le TET-CIC, hein,
qui existe et qui est enregistré en tant que tel, ne doit pas faire de bénéfice. C'est-à-dire que les traces déjà sont téléchargeables gratuitement. Nous ne faisons ces traces-là, n'importe qui peut les télécharger, les charger sur son GPS, sur son smartphone et puis partir avec. Par contre, derrière, nous avons un petit peu mis en place la vente d'autocollants, de t-shirts, et puis il y a ce qu'on appelle, comme dans n'importe quel open source, enfin comme dans n'importe quel site qui propose de l'open source, il y a ce qu'on appelle un clic pour faire des dons. Voilà, nous on appelle ça donner un plein d'essence. C'est-à-dire que les gens ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Okay. Donc voilà, donc effectivement, c'est une structure qui reste, on va dire, en comparaison avec la France, associative. Ok. Mais et c'est là où c'est assez dingue. En fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que je me dis qu'il y a un travail qui est quand même assez dingue par rapport à la difficulté de ce que je disais pour aller mettre nos roues sur les chemins. C'est quand même quand tu t'y penches un petit peu, tu regardes la carte. D'ailleurs, on va en parler. Après, tu travailles un petit peu sur les outils informatiques, etc., pour essayer de se faire une balade. Et là, de se dire qu'il y a pratiquement près de 7000 kilomètres en France où on va pouvoir rouler en tout terrain, c'est un vrai plaisir de tomber sur le tête, et c'est juste génial que vous ayez pu faire ça. Et ça montre, j'ai l'impression quand même, cette vraie solidarité qu'il y a entre les motards. Et là, c'est vraiment mis en œuvre grâce à cette structure, quoi. Bah écoute, merci Richard, merci pour le compliment. Euh, ce qu'on essaye de faire en fait aussi, c'est que on essaie de développer un esprit un peu communautaire. Les 7200 km, je les ai pas tracés en totalité, ni reconnus en totalité. Ça a été un travail aussi par des gens, par des motards, qui m'ont fait de leurs propositions, qui m'ont dit, bah tiens, sur cette section-là, je peux t'apporter une amélioration. Il y a un petit peu trop de route. Je vais te proposer une trace où il y aura un peu plus de chemin. D'autres motards m'ont dit, ben là, écoute, moi j'ai une trace, une section qui peut t'intéresser, qui va peut-être pouvoir relier d'autres pays. Parce qu'au départ, le TET en France ne partait que de Calais et n'allait que jusqu'en Espagne. Moi, quand je suis arrivé en 2016, j'ai réussi à faire une trace qui reliait la frontière italienne à cet axe nord-sud. Maintenant, j'ai réussi à développer des traces dans les Pyrénées, et puis d'autres motards m'ont aidé à améliorer ces traces et à proposer d'autres traces pour relier la Suisse et l'Allemagne, par exemple, l'Allemagne avec un autre axe. Enfin, on a réussi, voilà, comme ça, à la fois par mes reconnaissances, mais aussi par les reconnaissances d'autres motards qui vont effectivement rejoindre ce que tu disais, donc de maintenir cet esprit communautaire. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour faire une bonne trace? Alors, c'est quoi une bonne trace? Qu'elle soit déjà légale. Donc, comment tu fais ça? Il y a déjà un point, on va dire qu'en France, c'est assez variable par rapport à la région ou le département dans lequel on réside. J'habite moi dans les Bouches-du-Rhône. Pratiquement toutes les pistes sont ce qu'on appelle des pistes forestières, mais de défense contre incendie. Elles sont toutes pratiquement interdites à la circulation. Si on va aller un petit peu sur la côte méditerranéenne, plus vers le Var, les Alpes-Maritimes, c'est un petit peu pareil. Dès qu'on approche en fait sur des zones extrêmement urbanisées, forcément ça va devenir un petit peu compliqué. Et surtout si on y rajoute un risque feu de forêt, bien évidemment, ça va être un peu plus compliqué pour trouver des traces qui sont autorisées à la circulation, enfin des traces, des chemins non revêtus ouverts à la circulation. Maintenant, il y a sur certaines cartes, comme des cartes, on va dire numériques, mais pas que, sur des cartes papier, sur des cartes au 1/50 millième, il y a ce qu'on appelle des légendes qui sont très caractéristiques. Des légendes de traces, enfin de routes, qui sont en général un double trait, un noir, pointillé, avec du blanc au milieu. Donc si on se base à 1/50 millième, on peut arriver à partir de là, se dire, bon, là il y a peut-être une possibilité d'avoir un chemin ouvert à la circulation et non revêtu. Donc là on est sur un outil très simple, une carte.
on se prend sur un atlas au 1 100 millième ou un 80 millième, les traces très fins, double trait blanc, très fines, qui sont différentes d'une départementale ou d'une nationale, il y a de très fortes chances aussi qu'elles soient peut-être des chemins non revêtus. Toi, aujourd'hui, tu travailles essentiellement avec une carte papier ou est-ce que, alors tu as parlé d'outils numériques, aujourd'hui les outils numériques peuvent t'aider à créer une trace et bon, peut-être qu'on peut donner un exemple comme ça. Alors si moi demain je veux partir de chez moi et je veux me faire une balade, on va dire d'une heure, 2 heures, on va dire, combien de temps et en amont tu as besoin de travailler sur une carte ou sur un outil numérique en amont? Tout va dépendre là où tu habites. Ça, c'est vraiment. Si tu es en périphérie de la région parisienne, il va falloir beaucoup plus de travail que si tu te retrouves en Ardèche ou, on va dire, dans le Limousin ou dans la Creuse, qui sont des très beaux départements et que ce soit pas péjoratif ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des départements où c'est très fortement urbanisé, donc par conséquent, on risque d'avoir une réglementation qui va être un peu plus contraignante. Par contre, on peut s'aider d'outils numériques, effectivement, différents logiciels, aussi bien. Alors, je ne sais pas si on peut faire de la Si, publicité. si, je leur demanderai des royalties à la fin de Bon, l'épisode. ça va. Alors après, ça, c'est pas des. Tu m'enverras aussi, on partage. On partage, attends, c'est sûr. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, sur le marché, il y a énormément, il y a d'offres, il y a beaucoup d'offres euh, de logiciels, de GPS, de produits en fait, qui peuvent nous aider. Moi, me suis spécialisé parce que ça fait un peu plus de 10 ans que j'utilise cet outil. C'est du Basecamp, on appelle ça. C'est un logiciel Basecamp sur lequel on a une cartographie qui nous permet justement d'identifier certaines légendes de chemins et que j'ai vérifié par la suite, qui en général sont ouverts à la circulation. C'est-à-dire qu'à force de faire des chemins, de me planter, parce que ce que j'avais prévu, ça passait pas, et qu'au final, je refaisais demi-tour, j'utilisais un autre chemin, et puis ça passait. Quand je venais après refaire un petit peu le nettoyage de cette trace-là, je me suis rendu compte que le chemin que j'utilisais utilisait des légendes de chemin très particuliers. Voilà. Donc c'est comme ça que voilà, j'arrive un petit peu à créer des cheminements légaux et sur des chemins non revêtus. Tu as parlé de reconnaissance. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Ça veut dire que tu as tracé quelque chose sur la carte et derrière, tu vas aller vérifier si tout fonctionne en fait. Aujourd'hui, sur une carte, on peut pas se dire à 100% ça c'est légal, on peut y aller, on peut rouler tranquillement. Il va falloir quand même faire une reconnaissance et voir aussi d'ailleurs, sans doute pas que la légalité du chemin, mais savoir si c'est praticable aussi. C'est-à-dire que quand on conçoit des traces, déjà on va pas concevoir qu'une seule trace. C'est-à-dire que je vais concevoir un axe sur lequel je vais faire peut-être 2 ou 3 traces en fonction de ce que je vais pouvoir trouver. Donc 2 ou 3 traces qui sont en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait je ne fais pas qu'une seule trace, je n'imagine pas qu'une seule trace que je vais suivre en me disant celle-là c'est bon. Donc j'essaie toujours d'avoir un plan A ou un plan B ou un plan C. Ce qui permet de sauter d'une trace à une autre. Et ce qui nous permet d'avoir après un cheminement cohérent. Ok. Donc une fois qu'on a fait ce premier travail, de se dire bon là c'est peut-être pas trop mal, on va vérifier un petit peu sur ce qu'on appelle des outils qui sont géoportails. Ouais. Donc ce sont des outils de cartographie en ligne sur lesquels on a ce qu'on appelle le cadastre. Le cadastre va nous permettre de pouvoir savoir, de pouvoir définir si le chemin qu'on a utilisé est un chemin du domaine public ou du domaine privé. Si c'est une parcelle cadastrale qui délimite ce chemin, il y a de fortes chances que ce soit un domaine privé. Par contre, s'il n'y a pas de parcelle, ça sera peut-être du domaine public. Donc, par conséquent, peut-être un peu plus de chances d'être dénué de signalisation. Et voilà. Et ensuite, on va utiliser aussi des images satellites pour essayer de voir un petit peu la topographie. Et puis certains, des fois, sur les images satellites, on peut voir si le chemin est revêtu ou pas. Si on a un petit peu de curiosité et en voyant un petit peu la géologie des environs,
Des fois, le chemin non revêtu est très clair. Dans le coin, par exemple, dans la région où j'habite, c'est du calcaire. Immédiatement, un chemin non revêtu est tout blanc. Par contre, une route va être grise. Et puis Hmm. on va. Et donc voilà, donc c'est ces petits éléments-là, voilà, tous ces indices-là, qu'on ajoute bout à bout pour essayer de faire un cheminement cohérent et légal. Et ça, alors, alors, bon, c'est un travail incroyable. Il y a plusieurs étapes pour faire une trace. Est-ce que, alors, ils t'ont choisi toi pour être le linesman, mais j'imagine que tu as des prédispositions. Est-ce que, alors, tu as parlé d'expérience tout à l'heure. Est-ce que dans tes anciennes expériences ou tes expériences actuelles, tu, euh, tu es le tu es habilité ou en tout cas à mieux comprendre la géographie d'un terrain parce que là tu me dis bon, en effet il faut aller sur Géoportail, aller voir après en, en vue satellite, donc peut-être que j'y arriverai un petit peu mais ça semble quand même compliqué. Donc toi, euh, est-ce que tu avais déjà cette expérience là? Non, bah, enfin, moi j'ai fait des études en ce qu'on appelle les études de sciences de la Terre dans géologie, donc j'ai un petit peu l'habitude de savoir un petit peu ce que c'était la cartographie, la géologie, la géographie. Mhm. Donc effectivement, j'arrive à rapidement lire une carte et à me repérer facilement. Ensuite aussi, c'est surtout la manipulation de ces outils-là, c'est-à-dire d'arriver à lire rapidement une carte, à voir finalement, il y a un petit peu de l'intuition, mais des fois de se dire tiens, là ça peut-être pas assez. Bon, des fois ça passe pas. Mais je pensais que ça passait, mais ça passe pas. Des fois on se plante. Et puis des fois bah, ça marche. Et puis c'est sympa parce qu'on arrive à trouver un chemin qui, voilà, qu'on ne s'attendait pas. Et puis des fois aussi ça passe pas. On se dit ah voilà, là c'est dur quoi parce qu'il faut faire demi-tour parce que des fois on s'engage 3, 4, 5 kilomètres pour arriver soit à une impasse parce que la topographie n'est pas ce qu'on attendait ou le chemin s'est refermé. Puisqu'il faut savoir en France que malgré tout, nos chemins sont de moins en moins empruntés, les chemins ruraux, les chemins communaux disparaissent. Donc du coup, bah, c'est plus praticable, donc il faut refaire demi-tour. Et puis en fait, en faisant demi-tour, on se dit, bon, on regarde sa carte, on se dit, tiens, mais ça, je l'avais pas vu celui-là. Et ça nous permet en fait de découvrir d'autres chemins et peut-être des fois de faire des trucs plus sympas. Donc il faut essayer toujours, voilà, d'essayer de s'adapter, mais ce qui est bien, c'est d'avoir toujours plusieurs possibilités pour pouvoir. Mais par contre, effectivement, c'est plus long, c'est-à-dire une reconnaissance pour faire une 150 kilomètres, des fois, c'est une journée, quoi. Ouais, et puis faut savoir faire demi-tour en fait. Et C'est donc ça. du coup, ça revient à l'esprit de l'aventure, avoir bah, parfois quelques galères et puis aussi prendre son temps. Prendre son temps, ça veut pas dire que tout est tracé. Il faut aussi savoir faire demi-tour. Des fois, c'est compliqué, mais je trouve que c'est un bon état d'esprit de se dire allez, je vais aller découvrir un chemin. Je sais pas s'il va aller au bout et puis bah finalement il y va pas. Et ben je repars, j'essaye un autre. Je trouve que c'est bien, c'est hyper intéressant cet état d'esprit. Je reviens sur quelque chose d'un petit peu plus terre à terre. Pour toi, c'est quoi la meilleure moto pour traverser le pays et traverser le pays par le tête? Celle qu'on a. Ouais, très bien. Non, mais c'est vrai. Déjà, il y a quelque chose, c'est que avec l'expérience, on s'est rendu compte qu'il faut jamais s'engager dans une descente qu'on n'est pas capable de remonter. Avec une moto, ça, c'est Mhm. quelque chose qui est très important. N'importe quelle moto qu'on puisse avoir et quel que soit le niveau qu'on puisse avoir, quand on commence à s'engager dans une descente et à se rendre compte qu'on ne pourra pas la remonter, c'est déjà trop tard. Donc ça, c'est le petit truc qu'il faut avoir. Après, la moto, bah, je dirais, ça va dépendre de tellement de choses. Ça va dépendre de son expérience, du rythme qu'on veut y donner, de l'argent qu'on peut y mettre aussi. Il y a des gens qui ont fait peut-être avec des motos à 1500, 1500 euros. Enfin, je veux dire, il y en a qui l'ont fait avec des 125. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y ait de moto parfaite. C'est sûr qu'après, il y a certains endroits, je dirais, bon, il vaut mieux avoir une bonne moto légère, un 400 un petit peu, 400 DRZ, 600 TTR ou 600 TTRE ou un 690 Husqvarna, pardon, un 690 KTM Enduro ou une 701 Husqvarna. Là, on est sur voilà, un petit 400, 450 CRFL. On est sur Mhm. ce type de machine-là. Mais après, je suis très mal placé pour me parler de ça. J'ai fait le tête avec un 990 Adventure. Voilà, donc c'est, oui, donc c'est pour ça. Voilà,
je surtout pas donner de leçons ou de c'est toujours avec humilité, voilà, j'aimais bien cette moto, c'est une très bonne machine, mais voilà, mais ça me permet aussi des fois de me dire bon bah là, n'y va pas, quoi. Mais aujourd'hui, sur le TET, on peut imaginer pouvoir le faire soit en maxi trail, soit, comme tu l'as dit, en 125. Alors peut-être qu'il y a des sections qui sont difficiles et peut-être qu'elles sont d'ailleurs signalées pour éviter peut-être de se mettre dans des situations compliquées. On a essayé, au début tu m'as dit, enfin tu m'as posé la question, qu'est-ce que c'était pour toi l'aventure? L'aventure, c'est aussi, c'est aussi une part d'inconnu. Cette part d'inconnu, on pourrait faire le parallèle avec entre ski, une station de ski, avec des pistes vertes, des pistes bleues, des pistes rouges, des pistes noires, et le ski de randonnée. Où le ski de randonnée, c'est la nature, c'est ses propres limites physiques, techniques, l'inconnu, les conditions météo, la préparation de son matériel, de son itinéraire. Si nous commencions à mettre des difficultés sur le TET, euh, je pense qu'on risquerait peut-être de perdre un petit peu ce côté aventure. Ensuite, mettre une notion de difficulté sur des traces sous-entendrait aussi qu'on mettrait aussi en avant notre responsabilité. Hmm. Si peut-être une trace que je vais moi définir comme difficile ou comme facile va peut-être l'être pour quelqu'un d'autre beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile. Donc moi je ne suis pas un professionnel, je suis un volontaire, je suis un poireau comme tout le monde. Comme non, mais ouais, c'est la vérité. Et donc je n'ai pas moi quelle est ma légitimité à dire cette section-là est difficile. Elle va dépendre de la condition physique, du type de moto, des conditions météorologiques, de la fatigue du pilote, du type de la machine, donc c'est très très délicat. Non, mais je comprends tout à fait, je comprends tout à fait et tu l'as dit, il faut garder, à l'esprit, bah, ce côté aventure et aller vers l'inconnu donc non, non, je comprends tout à fait et toi qui as fait quand même pas mal de kilomètres sur ce beau pays qui est la France, alors si je sais que c'est difficile, je le pose la question parfois, et c'est dur de hiérarchiser la beauté des pays, mais là, je vais te demander, par rapport à la France, par rapport aux régions que tu as traversées en France. Si moi demain je veux aller sur le TET, quelle est la meilleure section où je dois poser mes roues? Question Ah, ouais, difficile. ouais, c'est dur, hein. Ouais, c'est compliqué parce que à chaque fois, moi, quand j'ai fait une reconnaissance d'une section, c'était toujours un enchantement. Après, je dirais quand même que tu as la chance, si tu habites de Clermont-Ferrand, tu as un coin qui est magnifique et le tête passe par-dessus, c'est la Lozère, c'est la Mhm. section 4. Cette section-là, ouais, je pense que elle est très variée parce que on part des Alpes, de la frontière italienne, donc des zones alpines, du minéral. Alors le début, il y a un petit peu de route parce que c'est le parc du Mercantour, donc c'est très réglementé. Et puis ensuite, on va traverser des gorges magnifiques qui sont toutes rouges. Au fond, il y a un cours d'eau qui est vert émeraude. Ensuite, on va encore traverser, arriver sur Moussier-Sainte-Marie, le plateau de Valençol, et puis là, on va passer le Luberon, enfin le Vaucluse. On traverse la vallée du Rhône. Bon, là, c'est un petit peu moins rigolo, hein. Vous imaginez bien que t'imagines bien que la vallée du Rhône, bon, il n'y a pas trop de pistes. C'est J'imagine, ouais. plutôt urbanisé. Et puis là, par contre, on va remonter, voilà, sur le plateau, on va traverser l'Ardèche, et puis arriver sur la Lozère. Et puis après, ça part sur le Massif central. Et là, c'est vraiment une très, très belle région. Là, tu m'as vraiment donné envie de prendre ma moto et d'aller sur le TET. Mais vas-y, continue. Ouais, j'imagine qu'il y a d'autres endroits en plus. Voilà, donc ça, on va voir ce côté-là, ouais. Et puis après, tu as la section 2 aussi, qui est très très belle, qui va partir justement de Millau, pratiquement. Donc on passe sous le pont de Millau, et puis là, on va attaquer un plateau extraordinaire. Et puis on va finir en Espagne, à la frontière espagnole, au-dessus de la Méditerranée. On arrive à la limite de l'Espagne et de la France. C'est le relais des Salines. Il y a une petite auberge, un petit gîte, qui est tenu par un couple français et espagnol. Ils peuvent faire à manger. Et puis il y a à côté juste une petite pelouse là qui est parfaite pour planter sa tente et mettre sa moto à côté. Voilà. Et puis en contrebas, il y a un ancien lavoir où il y a un petit peu d'eau pour faire un petit peu de plein d'eau et faire un petit peu de brin de toilette. Bah Pour là, j'y les, suis pour- là.
Là, ça y est, je suis en train de m'imaginer là, planter ma tente. D'ailleurs, c'est une transition toute trouvée. J'allais te poser la question, c'est, en termes de bivouac sur le tracé, alors il y a des règles aussi à respecter, pour le bivouac, mais ça correspond aussi à l'aventure. Est-ce que, c'est facile? Est-ce que c'est clairement autorisé de pouvoir, poser sa tente, sur ce tracé? Bah, je dirais que aller planter sa tente, ou alors qu'il y a un panneau de propriété privée, je pense que c'est peut-être pas conseillé. Ouais. Voilà. Après, il y a des endroits, effectivement, qui sont plutôt bien faits, qui sont situés à côté du chemin. Euh, le tout, c'est de ne pas aller s'aventurer dans des propriétés privées ou sur le champ de quelqu'un. Ou alors, si vous voulez le faire, il faut juste aller demander s'il y a le propriétaire qui est juste à côté, s'il y a le fermier qui est juste à côté. Juste aller des fois le toquer à la porte et lui demander est-ce que je peux planter ma tente. Voilà. Après, il y a des zones effectivement qui sont extrêmement isolées, sur lesquelles, bah oui, il y a le chemin qui passe, et puis à côté, il y aura un petit coin d'herbe qui sera parfait pour planter sa tente. Donc, le plus important, c'est juste de repartir, de laisser l'endroit propre, de faire en sorte qu'on n'ait pas eu l'impression qu'on soit passé. Voilà. Ça, c'est le plus important. Et pas faire de feu aussi, pas faire de feu. Les bivouacs, tout ça, les feux, faut faire gaffe. Emmener son réchaud et pas faire de Ouais, feu. Ouais. ouais, c'est mieux. D'ailleurs, ça revient à une question que je pose souvent d'ailleurs à nos aventuriers. Euh, pour toi, c'est quoi l'équipement indispensable pour partir sur ce tête? J'ai un bon couteau, enfin un Leaderman. Ouais. Tiens, un couteau là, les couteaux, ouais, le Leaderman, hein, pardon. Mhm. Euh, un briquet, ça peut servir. Mhm. Un bandana. Ah tiens, ça on me l'avait jamais dit ça. Ouais. Ah ouais, Ouais. bandana. Ouais. Oui, parce que le bandana, ça peut te couvrir la tête. T'as besoin d'avoir un chapeau. Ouais. Tu peux le mettre devant pour éviter de la poussière si vous êtes plusieurs, parce que des fois, quand on roule l'un derrière l'autre, il y en a certains qui sont plus amènes à guider, et d'autres un petit peu moins. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va bouffer de la poussière pendant 200 bornes tous les jours. Donc je lui conseille vivement d'avoir un bandana sur la bouche. Euh, un bandana, ça permet de filtrer l'eau. Enfin, c'est tout bête, hein. Donc ça peut servir pas mal. Et Ouais, puis c'est un après, bon. ben, non, mais non, je caricature, hein, je plaisante. En général, moi, je bois jamais de l'eau de source. Non, non, mais c'est intéressant, c'est bien, hein, franchement, le bandana, c'est vrai que ça peut être, très, très utile pour l'eau, j'y avais pas pensé, mais tu vois, des Non, fois, mais, quand tu peux être en galère, on sait jamais, hein, ça peut peut-être te sauver le ventre, à ce ouais. moment-là, hein. Non, mais c'est que ça, et l'hydrochlorazone, ça, c'est des petites pastilles qui sont très efficaces pour purifier de l'eau, s'il y en a un doute. Mais surtout, le bandana, ça permet de filtrer cette eau-là. On va dire grossièrement, hein, je veux dire, Oui, bien sûr. voilà, faut pas boire de l'eau après avoir filtré l'eau avec un bandana, je suis pas convaincu. Non, c'est Mm. clair. Ouais, mais par contre, petite pastille d'hydrochlorazone, ça peut toujours servir. Et non, mais après, des rislants pour sa moto, ça sert toujours des rislants. Mais Mmh. surtout après, je dirais, c'est bien préparer sa moto en amont. D'avoir des bons pneus, de pas partir en se disant ouais, je vais changer en rentrant. Déjà, rien que ça, c'est pas bon. Si c'est pour économiser 50 ou 80 euros et puis de galérer, puis au bout de 2000 bornes, se dire bah, les pneus ils sont morts, c'est des économies de bout de chandelle. Au final, c'est dangereux. Et puis c'est galère parce qu'après, pour essayer de trouver des pneus, c'est beaucoup plus cher. Donc, bon. On aurait peut-être tendance, à penser que c'est la France, donc c'est facile, on n'a peut-être pas forcément besoin de s'équiper comme si on partait à l'étranger, mais finalement, sur, un voyage comme celui-ci, il faut quand même bien se préparer parce que comme tu l'as dit, on peut tomber aussi sur des zones, un petit peu, moins où il y a un peu moins de monde et c'est quand même très important de bien préparer sa moto. Ça reste quand même une aventure, même si c'est en France, hein, au contraire, ça peut être très, très, très aventureux. Donc ça, c'est un vrai conseil, hein, toujours pareil, bien préparer sa moto et puis parfois et surtout, en ce moment, nos vacances, en tout cas notre temps est précieux. Donc du coup, vaut mieux préparer sa moto pour être tranquille et profiter, sur la route, quoi. Bah, moi, il me semble, enfin, si c'est pour économiser 50 balles, enfin 50 euros, puis au final, bon, bah, déjà, faire un risque de chute. Il y a quelque chose que c'est bien que tu me le rappelles, hein,
quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'en fait, le TED, un bien, c'est de pas partir seul. Je suis mal placé pour faire ce genre de... C'est pas une critique. J'ai reconnu des traces du TED seul. Mais quand même, partir seul avec une grosse moto, un maxi trail, sur le TED sans expérience, c'est dangereux. Là, oui, là, on prend des risques. Deuxièmement, c'est toujours plus sympa de partager ce genre de trip. Ça crée des liens, ça crée des rencontres, ça crée des plans galères aussi, ça peut créer des tensions, mais aussi après, ça crée beaucoup de souvenirs. Et ces souvenirs-là, après, ils ont pas de prix. Et puis ça permet de sortir des galères entre eux. Et puis, dans un groupe, alors, je dirais un groupe entre jusqu'à 4-5, c'est bien. Au-delà, on commence à être, c'est plutôt de la meute. Et dans des pays comme les nôtres, en Europe, en France, des grands groupes de motards, c'est beaucoup moins bien perçu, surtout dans nos régions, dans nos zones forestières, dans nos campagnes. Ça peut être à double tranchant. Donc voilà, donc privilégier, 3 c'est bien, 5 c'est pas mal, c'est un maximum. Voilà. T'as parlé Tout simplement. T'as parlé de souvenirs et je pense qu'on peut terminer sur ça. Quel est ton meilleur souvenir sur le TED? Ça a été là finalement la première fois que ça a été un bon souvenir dans le sens et un petit peu de pression parce qu'il fallait que je crée une continuité du TED entre l'Italie et cet axe-là. C'était sur la base sur laquelle je m'étais engagé à participer à ce projet-là. Donc j'ai eu un petit peu la pression parce qu'il fallait que je trouve une trace, il fallait que je la crée et il fallait que je la reconnaisse. Et puis en fait, j'ai passé une semaine extraordinaire en partant. Je suis parti du Vaucluse puisque j'avais déjà reconnu des traces en amont, donc c'était pas un problème. Donc je suis parti du Vaucluse pour arriver jusqu'à les environs de Saint-Cernin en passant que par les pistes. Donc ça a été une semaine de voyage avec mes copains. Donc et la découverte encore de paysages que je connaissais pas, de régions que je connaissais pas. Voilà, et toujours un accueil des gens qui a toujours été extraordinaire. Super Benoît, en tout cas je te remercie de ce partage et surtout tu m'as vraiment donné envie de découvrir ce pays et surtout ce pays par les chemins. Je me suis bien rendu compte aussi le gros travail que vous faites, vous les linesmen là à travers les pays. Donc je tiens à vous remercier tous parce que là cet été j'ai hâte, c'est de partir sur ce fameux TED. Donc l'idée c'est de partir sur le quart sud-est de la France, tout par les chemins. Moi qui ai visité beaucoup de pays, j'ai pas eu la chance encore de vraiment de visiter en profondeur la France. Donc là, j'ai vraiment hâte de partir. Et donc voilà, en tout cas, merci pour tout. Merci pour ce temps partagé avec moi. Et j'espère te voir bientôt sur les pistes en France ou ailleurs. Eh ben écoute, je te remercie Richard, en tous les cas, pour m'avoir permis de m'exprimer au nom du TET. Et puis, moi, je remercie Rider Radio pour me donner cette opportunité. Et je remercie également tous les gens, tous les motards, tous les poireaux, les poirottes, je sais pas si on peut le dire, qui nous aident par leur remontée d'informations, leur proposition de cartes, de traces. Voilà, ils font vivre encore plus que moi le TED. Et je les remercie également. Et puis écoute, je te souhaite de bien profiter de la section 4. Et puis si t'as un peu le temps, passe sur la section 15 aussi, qui est pas mal. Et puis alors par contre, si tu peux faire un peu le tour d'Italie, alors les Alpes italiennes, c'est aussi une tuerie. Enfin, voilà, bon bref, voilà. T'as plus de 50 000 km de traces à découvrir. Voilà. Écoute, c'est dans la bucket list, donc va falloir. Merci encore Benoît. Ciao. Au revoir, bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Rechad pour Rider Radio. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, si vous voulez en savoir plus sur cet épisode, vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio. N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. À bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.